never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. L'histoire de l'armure pour les navires est quelque chose qui vient par à-coups tout au long de l'histoire ancienne et à travers de nombreuses cultures. Diverses expériences ont vu le jour et ont disparu, avec des navires tels que les navires tortues coréens portant une forme d'armure en plaque de fer, certains navires de guerre civile américains comme le Kearsarge improvisant une armure à partir de chaînes de fer, et en effet, les coques en bois des navires de guerre de l'âge de la voile étant également une forme d'armure, car les côtés épais en bois de ces navires pouvaient résister au feu des armes légères, et selon la taille du navire et l'épaisseur et l'espèce de bois utilisé, pouvaient parfois même résister aux plus petites boulets de canon dans certains cas. Cependant, le début de la ligne de développement presque ininterrompue qui donnerait naissance au cuirassé du XXe siècle a eu ses origines dans la première moitié du XIXe. Pendant cette période, le fer commençait à être fabriqué en quantité et en théorie de la qualité nécessaire pour utiliser des plaques et des poutres de fer pour compléter ou remplacer le bois dans la construction de navires. Il y a eu une certaine résistance initiale sur le fait que le bois flotte et que le fer ne flotte évidemment pas, mais après la démonstration des premières barges en fer et autres, ceux qui n'étaient pas tout à fait au courant de choses comme la loi de déplacement ont été pour la plupart réduits au silence, et les premiers navires en fer ont commencé à entrer en service dans le monde civil. Le fer présentait beaucoup d'attractions. Bien qu'il soit beaucoup plus dense que le bois, il était également plus résistant, ce qui signifie qu'un navire en bois lourdement construit pouvait en fait être reproduit en fer et peser moins en même temps. Il y avait aussi d'importantes économies d'espace à réaliser. Une poutre en fer dont l'épaisseur était mesurée en pouces pouvait faire le travail d'une poutre en bois dont l'épaisseur était mesurée en pieds. Les grandes poutres en bois devenaient rares, alors que le fer pouvait être fabriqué en grande longueur et solidement lié par des joints rivetés là où une longueur encore plus grande était nécessaire. Une plaque de fer d'1 pouce d'épaisseur pouvait remplacer des côtés en bois de plusieurs pieds d'épaisseur, et ainsi le volume interne global devenait plus grand et avec le poids moindre de la coque, des marchandises plus lourdes pouvaient être transportées. Le fer ne pourrissait pas. Le fer ne se courbait pas autant que le bois, et cela promettait une durée de vie plus longue. Et des navires physiquement plus longs maintenant, tout cela sonnait bien. Et d'un point de vue militaire, étant plus résistant, le fer pouvait résister à plus de tirs que n'importe quelle épaisseur pratique de bois. Le fer n'était pas inflammable, ce qui était crucial avec les innovations récentes en obus explosifs, tirs chauffés et l'obus Martin rempli de fer fondu. Des tests montraient que lorsque vous le perciez avec un projectile assez gros, vous obteniez un petit boulet de canon. Un trou en forme qui pouvait être assez facilement réparé et qui produisait peu, voire pas du tout, d'échardes, contrairement aux navires en bois où un tir de 32 lb ou plus lourd était accompagné d'un nuage massif d'échardes de chaînes mortelles et d'un grand trou irrégulier qui était plutôt difficile à réparer, en supposant qu'un proche survivant ait tenté l'expérience. Cependant, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Il y avait plusieurs problèmes moins appréciés au début, du moins jusqu'au lancement de la première génération de navires de guerre blindés. La masse de fer dans la coque du navire affectait les compas magnétiques utilisés pour la navigation. Le revêtement en cuivre, qui était utilisé pour éloigner la croissance marine des coques des navires, induisait une réaction de batterie galvanique avec le fer de la coque lorsque le navire était immergé dans l'eau salée, et cela les corrodait tous les deux en assez peu de temps, et avoir votre navire qui se dissout littéralement en rien est un assez bon tour de fête, mais pas vraiment bon pour la santé à long terme de l'équipage. Enfin, il y a eu des nouvelles de tests supplémentaires, ainsi que des actions de combat à l'étranger indiquant que le fer se comportait de manière étrange. Au lieu de se comporter comme il l'avait fait lors des tests, les plaques de fer se brisaient, laissant de grands trous et envoyant de gros morceaux de métal tranchant comme des rasoirs fauchés à travers les ponts d'artillerie. D'énormes fissures se développaient qui traversaient plusieurs ponts et couraient souvent sur toute la longueur d'une plaque donnée.
Assez rapidement, les navires de guerre en fer ont été annulés et ceux qui avaient déjà été construits ou qui étaient trop avancés dans la construction ont été transformés en navires d'arpentage, navires de troupes, remorqueurs et vraiment pratiquement tout ce dont une marine pourrait avoir besoin qui n'impliquerait pas de combat direct. Maintenant, qu'est-ce qui s'est exactement passé ici? Le problème était l'une des plusieurs propriétés matérielles du fer et de l'acier qui ne se produisaient pas vraiment dans le bois à des températures habitables pour l'homme, si tant est qu'elles se produisent. Et l'un de ces éléments serait le facteur dominant dans presque tout le développement de l'armure par la suite et était particulièrement responsable de ce problème particulier, à savoir la brutale transition ductile. C'est un peu d'ingénierie et de science des matériaux, alors pardonnez-moi si je deviens un peu technique, mais c'est l'un des domaines que j'ai étudié pour mon diplôme d'ingénieur et dans lequel j'étais relativement bon. Essentiellement, le fer a ce que vous appelez une énergie d'impact. C'est l'énergie nécessaire pour frapper et briser l'objet par impact cinétique. L'impact cinétique étant quelque chose comme, disons, le tirer avec un coup de canon ou un obus explosif. Cependant, cette énergie varie, comme vous pouvez le voir sur ce joli graphique, en fonction de la température du métal impliqué. C'est un gradient assez raide dans la plupart des cas, et en dessous d'un certain point de température, beaucoup moins d'énergie est nécessaire pour briser le fer que ce qui est nécessaire bien au-dessus de ce point. La nature de la défaillance est aussi cruciale. Un impact qui se produit à gauche de cette ligne de transition provoquera une rupture fragile qui est essentiellement un effet de brisement que vous associez plus couramment au verre ou à quelque chose qui a été plongé dans de l'azote liquide, ce qui est en fait le même effet de transition fragile ductile, en abaissant simplement la température de pratiquement tout ce que vous pouvez manipuler en dessous de son propre point de transition. Au-dessus de cela, vous obtenez une défaillance ductile qui est à droite de la ligne, et cela implique que le matériau se divise et se plie à nouveau. Pour utiliser un exemple extrême, c'est un effet un peu plus comme percer un trou dans une feuille de carton avec un crayon ou poignarder dans une bouteille de boisson en plastique. Maintenant, les premiers tests de canon contre le fer avaient vu ce dernier comportement ductile. Maintenant, des rapports faisaient état du type de défaillance fragile, mais le matériau utilisé sur les navires n'était pas si différent du matériau qui avait été utilisé dans le test. Alors, quel était le problème? Eh bien, c'était ce changement de température. Une feuille de fer installée sur un champ herbeux par une journée d'été serait considérablement plus chaude que pratiquement n'importe quelle feuille de métal intégrée dans le flanc d'un navire qui était ensuite placé dans un océan froid dans certains environnements très chauds, comme les eaux côtières peu profondes de la Chine. Des navires comme le navire marchand des Indes orientales Nemesis avaient encore observé un comportement ductile, mais dans l'environnement océanique profond plus courant qui couvrait la majeure partie de la planète et les repères de l'Atlantique Nord de la plupart des grandes marines de l'époque, le comportement brutal était expérimenté, ce qui signifiait non seulement que les navires en fer résisteraient beaucoup moins bien aux tirs que prévu en premier lieu à cause de cette énergie d'impact plus faible, mais les dégâts causés seraient également beaucoup plus importants. Il y avait aussi d'autres problèmes avec les coques des navires qui se fissuraient sous la pression des opérations en mer. Au lieu de se plier comme c'était prévu, mais c'est une toute autre histoire. Il y avait un autre facteur qui jouait dans tout cela, et c'était la présence d'éléments traces ou d'impuretés dans le fer. Comme vous pouvez le voir, ces éléments modifient la durée et l'emplacement du point de transition de la fragilité à la ductilité sur l'échelle de température, ainsi que la résistance globale du fer, car, bien sûr, le fer qui était forgé n'était pas du fer élémentaire pur. Nous laissons cela aux nains qui creusent trop avidement et trop profondément la présence de carbone manganèse, chrome molybdène, toutes sortes d'autres petites choses aléatoires. Tous ces petits morceaux auraient tous leur propre effet, et plus sur certains d'entre eux plus tard, mais il se trouve que le mélange d'éléments traces dans le fer produit à l'époque plaçait le point de transition carrément dans la plage de températures opérationnelles que les navires de guerre connaîtraient, avec la plupart de cette transition se produisant à quelque chose de l'extrémité supérieure des choses, et c'était la cause des problèmes inattendus et le fait que le fer se comportait complètement différemment selon la chaleur de l'environnement. Et c'est ainsi que l'utilisation de la protection métallique pour la navigation a un peu reculé jusqu'à la guerre de Crimée.
pendant cette période, la révolution industrielle avait lieu et le fer était produit en plus grande quantité, en plaques plus épaisses et en mélanges légèrement différents avec des améliorations de la pureté également, entraînant des changements dans la résistance globale et le comportement du matériau de la plaque de fer. Et donc, pendant ce conflit de Crimée, des batteries flottantes recouvertes de plaques de fer ont été utilisées, ayant été proposées quelques années auparavant par un certain nombre d'inventeurs différents. Ces dernières se sont avérées très efficaces pour repousser les tirs et les obus, montrant la voie à suivre et indiquant que le blindage des navires contre les tirs ennemis était désormais possible et pratique. Avant d'aborder l'ère de l'armure, voici quelques notes additionnelles sur la production de fer et ultimement d'acier. D'autres facteurs allaient affecter les propriétés du matériau. La méthode de production était cruciale, de la fabrication à la finition. L'élimination du contact entre le combustible et le fer avec le développement des fours à Pudler permettait un contrôle beaucoup plus grand sur le niveau d'impureté, que vous les vouliez ou que vous vouliez vous en débarrasser, et d'autres techniques suivraient lors du développement de l'armure comme nous le verrons quand cela deviendra plus pertinent. Mais la chose principale à retenir à ce stade, ce sont ces fours à Pudler, car cela a éloigné la production de fer et plus tard d'acier de l'ancienne méthode où vous finissiez avec le minerai brut parmi le charbon de bois brûlant, le charbon, le bois ou quoi que ce soit que vous utilisiez, ce qui bien sûr permettait à toutes sortes de choses amusantes qui étaient dans votre combustible de trouver leur chemin dans votre métal. En plus de cela, il existait diverses méthodes de finition. Vous pourriez marteler un lingot pour lui donner forme, vous pourriez le comprimer entre d'énormes rouleaux, et certaines personnes ont expérimenté quelques autres méthodes. Cela affecterait bien sûr la résistance globale et le comportement du métal, et les limites des capacités de ces industries affecteraient en effet beaucoup le développement précoce de l'armure dans diverses nations. Seuls les pays les plus avancés, par exemple, avaient la capacité et la compétence industrielle pour fabriquer des feuilles de fer de bonne qualité et d'épaisseur significative, tandis que d'autres, qui ne pouvaient fabriquer que des plaques plus minces ou des plaques épaisses de mauvaise qualité, devaient se contenter soit d'une protection de moindre épaisseur unique, soit de stratifier des feuilles plus minces et d'utiliser la masse brute que vous pourriez obtenir avec cette méthode pour compenser les déficiences en résistance qui étaient inhérentes à l'armure en métal laminé. Enfin, il y a la manière dont vous finissez de traiter le métal. Bien que cela soit moins préoccupant avec le fer de base, lorsque vous introduisez davantage d'éléments traces et que vous vous dirigez vers l'acier, la manière dont un métal est refroidi, le temps que cela prend, la température à laquelle vous l'avez amené en premier lieu, et toutes sortes d'autres facteurs intéressants deviennent de plus en plus importants, mais encore une fois, nous aborderons des éléments de cela quand cela deviendra plus pertinent. Essentiellement, en termes très basiques, tout cela conduit à la capacité de créer un métal qui peut tomber n'importe où sur cette grille de 2 par 2 plutôt pratique que vous avez dur-doux, également connu sous le nom de fort-faible sur un axe, et cassant ductile sur l'autre. Un métal dur ou fort a besoin de beaucoup d'énergie pour réellement le casser et un faible doux en a besoin de moins. Et nous avons déjà couvert ce que signifie cassant et ductile en termes de mode de défaillance. Le plus couramment, les métaux tendent vers soit dur et cassant ou fort, et cassant ou doux et ductile ou affaiblir ductile. Et vous devez soit travailler avec cela ou, comme nous le verrons, vous pouvez commencer à créer des alliages ésotériques et ou des méthodes de production pour essayer d'obtenir un meilleur mélange de comportements. Et pour donner un dernier ensemble d'exemples extrêmes avant de passer à l'histoire de l'armure, un exemple de dur et cassant serait une roche ou un forêt métallique qui est incroyablement dur à bord de rasoir, et quand il sort de l'emballage au moins et peut manger à travers les métaux inférieurs et la pierre avec une relative facilité, mais se brisera aussi en 1 million de morceaux si vous arrivez à le laisser tomber 6 pieds sur un sol en béton, et peut être cassé en 2 si vous le bloquez dans un étau et le tapez légèrement sur le côté avec un marteau inversement doux et ductile. Serait peut-être mieux représenté par un clou en fer. Une personne raisonnablement forte peut plier un clou en fer avec ses mains, mais à moins que vous ne le pliez en avant et en arrière tant de fois que vous finissez par le durcir, il ne va pas réellement se casser. Le durcissement par travail est un autre facteur avec les métaux, mais ce n'est pas celui dont nous allons parler maintenant. Et donc, après la fausse aube des navires en fer, les premiers véritables navires de guerre blindés apparaîtraient à la fin des années 1850.
Avec les progrès technologiques et la puissance destructrice croissante des canons navals, la Grande-Bretagne et la France, principales puissances navales, envisageaient l'évolution future des navires de guerre, inspirés par les batteries flottantes qu'elles avaient utilisées lors du récent conflit. Ils avaient le choix, le fer forgé, dont nous avons principalement discuté dans la section précédente, ou la fonte. La fonte était moins chère et elle avait une teneur en carbone beaucoup plus élevée, mais elle était fragile et avait tendance à se fissurer avec des fractures courant sur toute la longueur de la plaque, des caractéristiques que, compte tenu de leur expérience passée avec les navires en fer, les concepteurs navals n'étaient pas exactement enthousiastes à l'idée d'utiliser. Ainsi, le fer forgé serait le matériau pour le navire de guerre blindé. Les formes ductiles et malléables de la fonte étaient encore à des décennies dans le futur. Les premiers navires à être ainsi protégés seraient la classe Gloire française et la classe Warrior britannique, le premier étant des navires en bois qui étaient équipés de plaques de fer et le dernier des navires en fer avec une plaque d'armure sur une coque en fer. Cependant, l'armure de Warrior a reçu un support en bois de teck d'une épaisseur de 18 pouces, tandis que Gloire a également conservé une partie de la coque en bois épais des navires de guerre de l'âge de la voile. Étant donné que les plaques plus épaisses utilisées, entre 4,5 et 4,7 pouces selon le navire, pouvaient résister à presque tous les tirs ou obus disponibles à l'époque, mais pour fournir une résistance contre la fissuration des plaques et de leurs boulons de connexion, ainsi que pour attraper les éclats provenant de l'arrière des plaques, le bois était également nécessaire. Le support en bois a également réduit les chances de pénétration en répartissant la force de l'impact plus largement sur la plaque que ne l'aurait fait la plaque métallique seule. Les deux navires rencontraient désormais des problèmes. La coque en bois de la Gloire se courbait et se tendait en mer sous la charge imposée par le blindage en fer ainsi que sa propre masse naturelle, et les vis qui étaient utilisées pour fixer le fer au bois montraient qu'elles étaient un point critique de défaillance sous le feu ou en effet sous une charge lourde. La coque en fer du Warrior était une bien meilleure plateforme pour monter l'armure, mais ses propres plaques étaient assemblées avec des joints à languettes et rainures. La théorie étant de distribuer les impacts qui se produisent près des bords d'une plaque aux plaques adjacentes, ce qui était une bonne idée en principe, mais s'est avéré être nettement moins efficace en pratique, et l'assemblage à languettes et rainures rendait le remplacement et l'entretien des plaques d'armure beaucoup plus difficile qu'il ne devait l'être. La qualité du matériel était également importante. Les plaques de la Gloire étaient de 2/10 de pouce plus épaisses que celles des Warriors, mais les tests d'artillerie effectués par les deux parties ont montré que la plaque du Warrior était fabriquée à partir d'un matériau supérieur car elle subissait moins de dommages lorsqu'elle résistait au même tir. À cette époque, l'utilisation de ferraille était privilégiée dans la fabrication de plaques d'armure pour plusieurs raisons. Lorsqu'elle était mélangée à du fer neuf, l'une d'elles était que comme la ferraille avait déjà été fabriquée, elle avait été purifiée dans une certaine mesure au moins une fois auparavant, ce qui conduirait à un rendement plus contrôlable du nouveau matériau, car même à ce stade, le niveau de contrôle qui pouvait être exercé sur les impuretés potentiellement fatales était encore quelque peu limité. Le succès des navires a stimulé le développement de canons plus puissants pour pénétrer leur protection, nécessitant en retour une armure plus épaisse et performante. Au Royaume-Uni, le Comité spécial sur le fer a réuni des ingénieurs, des métallurgistes et des architectes navals pour améliorer les sources de matières premières, les méthodes de production et les formes d'utilisation des plaques d'armure en fer, incluant des expériences avec de l'armure inclinée. Ironiquement, connaissant en détail les propriétés de l'excellente armure qu'ils développaient, ils étaient également les mieux placés pour conseiller sur la façon de vaincre ladite armure, leur travail informant également les fabricants de canons sur la taille de leurs canons, la vitesse des projectiles et la forme et le matériau du tir et de l'obus qui vaincrait le mieux la protection d'un navire ennemi. Les deux principaux processus de fabrication à ce stade étaient le martelage et le laminage. La première méthode ressemblait à celle utilisée pour forger manuellement les épées et armes dans l'Antiquité, mais à plus grande échelle. Vous chaufferiez d'énormes morceaux de fer, généralement un mélange de ferraille réutilisée et de fer pudelé nouvellement fabriqué, puis d'énormes marteaux mécaniques écraseraient le matériau encore et encore, le soudant à la forge en une seule masse et le façonnant aux dimensions et à l'épaisseur requises.
C'était, croyez-le ou non, une méthode relativement simple à utiliser et a été employée dans la fabrication de la plaque d'armure du Her Majesty's Ship Warrior, ainsi que pour un certain nombre d'autres cuirassés précoces. Rouler la plaque était plus difficile à faire. Encore une fois, vous empiliez vos différents morceaux de fer chauffé, sauf que maintenant, ils étaient passés à travers d'énormes rouleaux semblables à une énorme mangle, qui pressaient des plaques ensemble et en une seule plaque plus mince. Cela donnait une qualité de métal plus uniforme par rapport au processus de martelage, mais alors que l'ancienne méthode de martelage pouvait utiliser de nombreuses machines plus petites, bien que toujours extrêmement puissantes, le processus de laminage nécessitait une seule machine massive et extrêmement puissante qui était elle-même assez difficile à fabriquer et nécessitait une énorme usine. Cependant, la Grande-Bretagne, première puissance industrielle, a réussi en moins de 5 ans à rendre le processus bien plus facile et courant. La construction de l'industrie nécessaire pour produire les pièces et les machines de laminage afin de fabriquer la plaque de fer était un des principaux goulets d'étranglement pour plusieurs pays pendant de nombreuses années. Et c'est pourquoi, malgré l'utilisation extensive de plaques d'armure en fer sous diverses formes pendant la guerre civile américaine qui a évidemment eu lieu dans les années 70-18, elles ne figurent pas trop en évidence dans le développement global de l'armure navale puisque l'Amérique était l'un de ces pays avec ce goulet d'étranglement technologique et donc, bien que de nombreuses façons innovantes de faire fonctionner la plaque d'armure, comme l'utilisation de traverses de chemins de fer et de chaînes comme nous l'avons mentionné plus tôt, sont apparues pendant ce conflit, ils étaient plus des méthodes pour faire avec ce que vous avez plutôt que de repousser les limites technologiques. Cependant, même à ce stade, 5 à 6 ans après que les premiers navires de guerre blindés ayant été correctement déployés, de nouvelles méthodes étaient envisagées et cela a conduit à une seconde, bien que quelque peu moins perturbatrice, fausse aube alors que le processus BESM et d'autres processus connexes au milieu des années 1850 ont commencé à produire de grandes quantités de acier. Ceci a été immédiatement étudié comme un matériau alternatif possible, puisque l'acier, beaucoup plus résistant, était vu comme pouvant servir à améliorer la protection ou à réduire le poids, car même à ce stade, des navires étaient à l'étude avec une épaisseur d'armure 2 fois supérieure à celle trouvée à bord du Warrior, et cela signifiait que l'armure commençait à prendre de plus en plus de place dans le déplacement d'un navire. Heureusement, le système de test avant construction était désormais pleinement en place, et donc lorsque le test a montré que l'acier était beaucoup trop fragile pour une utilisation pratique dans l'armure des navires, il a été mis de côté comme matériau d'armure, du moins pour l'instant, sans qu'aucune classe de navire de guerre blindé en acier ne soit posée prématurément. Cependant, avec le temps, il y avait des limites physiques à ce que vous pouviez faire pour renforcer le fer, tandis que la technologie des canons et des obus continuait d'évoluer. Dans les années 1880, des plaques de fer de 18 à 20 pouces ou même plus épaisses étaient utilisées pour avoir même un espoir de résister aux derniers canons perforants à haute vélocité qui avaient évolué à partir des armes relativement courtes de 6 et 7 pouces du début des années 1860 jusqu'aux canons de 12, 13, 16 et demi et 17 pouces à canon un peu plus long qui utilisaient des explosifs de plus en plus puissants pour propulser leurs obus dans l'air. Alors que le Warrior et ses semblables étaient entièrement en mer, afin de réduire la zone cible des navires afin de minimiser l'espace qui avait besoin de protection, les derniers cuirassés devenaient progressivement plus trapus et moins capables de gérer la mer ouverte, tendant davantage vers de gigantesques moniteurs, simplement à cause du poids énorme de l'armure qu'ils devaient porter. Comprendre la relation entre l'armure de fer et son support en bois, des tentatives ont maintenant été faites pour reproduire cet effet avec l'acier et le fer. L'acier beaucoup plus dur, résistant en théorie ou brisant un obus entrant, avec le fer plus ductile, soutenant et distribuant la charge derrière lui. Avec l'acier ayant beaucoup plus de résistance par pouce, cette face extérieure pourrait alors être rendue plus mince et donc plus légère que le fer monolithique pur qui serait nécessaire autrement. Cependant, les premières tentatives de reproduction de la combinaison bois-fer en fixant simplement une face en acier sur une plaque de fer
n'ont pas très bien fonctionné à certains endroits, l'acier étant même un inconvénient, car des fragments de plaques d'acier éclatés étaient forcés de retourner dans le fer, l'écartant et facilitant le passage de l'obus de manière similaire aux obus perforants d'armure de l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec leurs coiffes perforantes d'armure. De plus, une fois qu'ils étaient brisés, des éclats d'acier d'armure se détachaient, exposant la plaque de fer maintenant beaucoup plus mince à une pénétration relativement facile par les tirs de suivi. Des tentatives ont donc été faites pour voir si l'assouplissement de l'acier pourrait fonctionner, ce qui permettrait, en théorie, de remplacer toute la ceinture par une ceinture plus mince d'acier plus doux. Vous n'auriez pas tout à fait la même augmentation de résistance que vous auriez avec l'acier cassant, mais ce serait quand même mieux que le fer seul pourrait permettre de réduire légèrement l'épaisseur. Dans les tests, cela semblait être possible, mais en pratique, l'acier était encore beaucoup trop vulnérable à la rupture sous contrainte, ces divers problèmes frustrant les premiers efforts français et italiens pour prendre de l'avance sur le jeu. Avec la Grande-Bretagne à ce stade toujours la première puissance industrielle, la solution viendrait finalement du Royaume-Uni, car à la fin des années 1870, la grande ville sidérurgique de Sheffield a produit 2 ingénieurs qui ont réussi à résoudre le problème indépendamment. M. Wilson de John Brown & Company a élaboré une technique qui consistait à placer une plaque de fer forgé dans une boîte de coulée et ensuite simplement, comme cela pourrait sembler, à verser de l'acier fondu dessus, tandis que M. Ellis de Camel Laird a pris une plaque d'acier préfabriquée, l'a ensuite mise à côté d'une plaque de fer avec un petit espace entre les deux et a versé de l'acier fondu dans l'espace résultant. Dans les 2 cas, cela a créé une plaque liée qui était faite d'acier d'un côté et de fer de l'autre. Cette plaque pouvait ensuite être chauffée et étalée jusqu'à une épaisseur finale, l'acier constituant généralement environ 1/3 de l'épaisseur totale de la plaque. Cela a donné au monde la première armure composée réussie. Comme discuté, cela reproduit l'effet de soutenir le fer avec du bois, mais avec l'acier beaucoup plus dur qui prend la place du fer et le fer qui prend la place du bois. L'acier offrait une résistance supérieure, mais l'effet de soudage créé par les nouvelles techniques de fabrication empêchait les éclats cassés de tomber ou de disperser le fer à l'arrière. Alors que le fer offrait une résistance supplémentaire tout en empêchant l'exposition de points faibles en se tenant sur l'acier. Le fer a réparti l'onde de choc à travers toute la plaque, tout comme le bois l'a fait pour le fer, et a maintenu tous les éléments d'acier cassés ensemble à un seul endroit, ce qui a aidé à résister aux tirs de suivi. Cela a globalement donné à l'armure un bonus de résistance cinétique instantanée d'environ 20 à 30% selon la technique, la qualité du matériel utilisé et l'épaisseur relative des 2 plaques qui étaient assemblées ensemble. Non seulement cela permettrait aux navires de continuer à être protégés contre la puissance croissante des canons, mais un navire qui avait auparavant besoin de 24 pouces d'armure pourrait maintenant se contenter de 18 pouces seulement. Et cela a également commencé à rendre possible l'armement de navires plus petits, tels que les croiseurs, contre leurs propres canons, ouvrant ainsi la voie à l'essor du croiseur blindé. Cependant, l'armure composite s'avérera être la technologie d'armure la plus éphémère, car la technologie de l'acier progressait encore à un rythme assez rapide, ce qui a aidé l'armure composite encore plus, évidemment, car elle était partiellement faite d'acier, mais dans la dernière partie des années 1880, ces divers éléments traces que nous avons mentionnés plus tôt ont commencé à entrer en jeu car divers alliages étaient maintenant créés délibérément en dehors du fait que l'acier est en soi un alliage de fer. L'acier allié au chrome a donné aux obus une augmentation massive de leur puissance de frappe, tandis que l'acier allié au nickel promettait maintenant un acier qui pouvait résister au feu ennemi par lui-même sans se disperser aux 4 vents. C'est parce que l'acier au nickel a introduit l'élément de façon surprenante, le nickel, dans l'équation, ce qui a amélioré la résistance de l'acier encore plus, mais a également amélioré de manière critique la ténacité, ce qui le rendait moins sujet à une rupture fragile, qui était le principal défaut de l'acier jusqu'à ce point. Les entreprises françaises Schneider et Crusoe étaient des innovateurs précoces dans ce domaine. Bien que l'augmentation de la résistance par rapport à l'armure composite était moindre que celle de l'armure composite par rapport au fer, à seulement environ 5%, c'était quand même quelque chose.
Mais avec le temps et le début des années 1890, une innovation majeure allait venir qui affinerait l'acier au nickel en un matériau d'armure nettement meilleur. Mais cette fois, l'innovation ne viendrait pas de la Grande-Bretagne, mais des États-Unis d'Amérique grâce à M. Harvey. Alors que l'acier au nickel avait permis de rendre pratique l'armure en acier homogène, il avait perdu quelque chose de la résistance ultra-dure de l'ancien acier aux impacts. Mais le processus Harvey exploitait désormais la physique de l'acier pour recréer les avantages de l'armure composite entièrement à l'intérieur d'un seul matériau. Il était connu depuis des siècles que l'équilibre des éléments traces dans l'acier pouvait être combiné avec le chauffage du métal à diverses températures pour créer différentes formes d'acier avec différents réseaux cristallins à un niveau moléculaire, même si la science précise derrière cela n'avait évidemment pas été totalement comprise. Mais en variant ensuite comment et à quelle vitesse le métal était refroidi, vous pouviez affecter la croissance des cristaux à l'intérieur du métal lorsqu'il était ramené à des températures solides normales, et tout cela affectait les propriétés matérielles du métal concerné et peut être illustré par un diagramme de changement de phase comme celui-ci qui montre quelle température créait quelle forme d'acier ou de fer à différents niveaux de contenu en carbone ou autres matériaux traces, et il y a des pages et des pages de ces choses si vous étudiez l'ingénierie. Cependant, contrairement à la forge d'une épée ou d'une cuirasse, les blocs massifs d'acier ont besoin de beaucoup plus de temps pour chauffer et mettent beaucoup plus de temps à refroidir, avec un effort proportionnellement plus grand nécessaire si vous voulez changer ce taux de chauffage ou de refroidissement à votre avantage. La masse pure d'acier signifiait également que sous le processus Harvey, vous pouviez changer les propriétés de certaines parties de la plaque d'armure sans que cela ne se propage à tout le bloc si vous ne le vouliez pas. Les formations de cristaux changeantes sont ce qui est montré sur le diagramme de changement de phase, et c'est l'alignement et la taille de ceux-ci qui dictent une grande partie des propriétés physiques du métal. Le contenu en éléments traces influence les diagrammes de changement de phase, d'où les nombreuses pages présentant des variations subtiles. L'effet global que Harvey recherchait était appelé sémentation ou durcissement de surface. Avec le processus Harvey, vous débuteriez avec une feuille d'acier nickelée. Vous auriez traversé à peu près tout le processus que vous auriez traversé pour fabriquer une plaque d'armure en acier ordinaire auparavant, puis vous mettriez votre plaque plate sur une plateforme ou un autre récipient et empileriez du charbon de bois sur le dessus, puis mettriez le feu à tout et cuiriez doucement à environ 1200 degrés Celsius pendant un peu plus de 15 jours. Apporter des s'mores au travail était apparemment facultatif. Ce que cela a finalement fait, c'est de faire pénétrer le carbone du charbon de bois dans l'acier, une sorte de processus inverse au four à flaque qui était conçu pour éliminer les impuretés à base de carburant. Maintenant, vous utilisiez du carburant pour essayer de ramener ces impuretés, spécifiquement la partie carbone du moins. Comme l'acier n'est jamais réellement devenu liquide, cette teneur plus élevée en carbone était surtout présente dans la face supérieure de la plaque et diminuait relativement rapidement plus on allait à l'intérieur. Ensuite, avec une paire de pinces très grande, vous avez pris votre plaque d'acier et l'avez trempée dans un bassin d'huile pour la refroidir, puis dans un bain d'eau pour terminer le processus. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont regardé des émissions comme Forged in Fire sauront que plonger un morceau de métal très chaud dans l'eau peut créer beaucoup de stress et de fragilité dans le métal, voire même des fractures. Et donc, la plaque serait à nouveau chauffée à plusieurs centaines de degrés et laissée à refroidir beaucoup plus lentement. C'est un processus appelé recuit qui élimine la plupart des points de stress et adoucit généralement à nouveau l'acier, évidemment en supposant que vous ne l'avez pas fissuré. Au fur et à mesure de l'évolution, cette formule de base a été améliorée de deux manières, d'abord en forgeant l'acier après le bain d'eau, ce qui aide à le déstresser quelque peu, et ensuite en remplaçant le bain d'eau lui-même par des jets d'eau, car on a découvert que la chute de métal surchauffé dans l'eau provoquait la formation d'une grande quantité de vapeur à l'interface entre l'eau et l'acier. Cela imite l'effet Leidenfrost qui se produit lorsque vous laissez tomber une petite goutte d'eau sur une poêle exceptionnellement chaude, et elle se déplace autour de la poêle sur un petit coussin de vapeur. Et tout comme la goutte est isolée de la poêle par un coussin de vapeur qu'elle génère, l'acier était maintenu dans un bain d'eau à partir de l'eau de refroidissement par la couche de vapeur qu'il générait.
Cela a affecté le taux de refroidissement et son contrôle, ce qui est pris en compte dans le diagramme de changement de phase vu précédemment. Maintenant, ce processus vous donnerait une plaque d'acier avec une phase durcie intégrale et un dos plus résistant. Cela a donné environ 20% de résistance en plus par rapport à l'acier au nickel seul. Le processus Harvey a été rapidement adopté dans le monde entier car vous pouviez à nouveau réduire l'épaisseur de l'armure pour la même protection et ainsi économiser du poids. Comparé à l'ancienne plaque de fer, l'acier Harvey offrait au moins 60% de protection en plus si vous preniez le meilleur fer comparé au pire standard de fabrication passé l'acier Harvey. Dans le meilleur des cas, l'acier Harvey offrait le double de la protection de la plaque de fer forgée moyenne qui était utilisée il y a à peine 10 à 15 ans. Il a également été constaté que vous pouviez obtenir des résultats similaires en utilisant le processus Harvey si vous utilisiez de l'acier normal, du moins en termes de résistance globale de la coque, mais en raison de sa nature plus dure et donc de son dos plus ductile, les plaques d'acier au nickel subiraient moins de dommages généralisés si elles étaient pénétrées une fois qu'elles avaient subi le processus Harvey et étaient donc toujours le choix supérieur. Le progrès de la résistance de l'armure peut être observé dans le fait que les derniers cuirassés britanniques protégés par du fer, la classe Trafalgar, avaient des ceintures de 20 pouces d'épaisseur. Tout en faisant face à des canons plus récents, plus grands et plus puissants, la classe Royal Sovereign qui a suivi avait une ceinture d'armure composée qui est néanmoins tombée à 18 pouces, mais a laissé le navire globalement mieux protégé. Puis, avec l'introduction de l'armure Harvey, la protection de la ceinture est tombée entre 9 et 12 pouces. Mais nous sommes encore à 2 générations de l'armure dans sa forme finale en mer. Le prochain développement viendrait d'Allemagne, où les aciéries Krupp ont commencé avec le processus Harvey, mais ont apporté un certain nombre de modifications. L'acier corrompu était fabriqué avec du chrome ajouté au mélange normal d'acier au nickel, donnant au nouvel alliage d'acier une capacité de dureté encore plus grande. Ensuite, au lieu du lit de charbon, des jets de gaz surchauffés riches en carbone étaient soufflés sur la face de l'acier chauffé à haute pression, après quoi encore plus de chaleur sous forme de grands jets de brûleurs était appliquée. Cela a accéléré le processus de cimentation, l'introduction de plus de carbone dans l'acier beaucoup plus profondément dans la face de l'acier. Avant que ce niveau de chaleur ne puisse pénétrer trop profondément dans la plaque, seul environ un tiers de la profondeur totale de l'acier était ce que vous voudriez, mais c'était beaucoup plus grand que, évidemment, juste le pouce ou 2 possibles. Avec le processus Harvey, le visage serait alors rapidement refroidi avec des jets pressurisés d'eau glacée, après quoi le dos, qui avait refroidi plus lentement dans un lit d'argile pendant que le devant cimenté était bombardé par l'eau glacée, recevrait également un jet de liquide de refroidissement. Cela a profité du fait que la plaque d'armure était si épaisse que ces énormes fluctuations de température d'un côté prenaient un certain temps pour se traduire de l'autre côté. Maintenant, si vous avez suivi la métallurgie jusqu'à présent, vous reconnaîtriez que ce processus donnerait à l'acier une face extérieure absurdement dure qui était relativement profonde, ainsi qu'un dos plus résistant et plus ductile pour tout maintenir ensemble. Et en effet, l'acier Krupp de base s'est avéré être environ 15 à 20% plus efficace que l'armure en acier Harvey. Cela serait encore affiné au début des années 1900 avec de légères modifications à la formule de l'acier qui incluait désormais non seulement du fer, du carbone, du nickel et du chrome, mais aussi des éléments traces de manganèse, de silicium, de phosphore et de soufre. Cela a permis à l'arrière de l'armure de conserver plus de résistance, ce qui a réduit l'écaillage et la fissuration et a globalement augmenté l'efficacité d'environ 10% supplémentaire, donnant ainsi à l'armure qui serait utilisée sur la plupart des navires dans la course Dreadnought environ 30% d'avantage en matière de protection par rapport à l'armure Harvey. Ainsi, malgré la puissance toujours croissante des canons, les ceintures d'armure sont restées relativement statiques en épaisseur pendant la fin des années 1890 et le début des années 1900, les ceintures d'armure de la Royal Navy, par exemple, oscillant autour de 9 pouces d'épaisseur sur leurs pré-dreadnoughts blindés Krupp jusqu'à la classe Lord Nelson et bien sûr le dreadnought lui-même. Les cuirassés allemands sont également restés entre 9 et 10 pouces d'épaisseur, et les navires américains et français autour de 11 pouces d'épaisseur maximale, comme dit dans une période où la performance des canons augmentait rapidement.
À ce stade, il est probablement utile de faire un rapide résumé du processus total de fabrication de l'armure tel qu'il se présentait alors, éloigné et différent qu'il était de la fabrication de ce qui semblait maintenant être une plaque de fer relativement simple environ 20 à 30 ans auparavant. Voici un extrait d'un manuel de la marine américaine du début du XXe siècle. Première étape. La charge de fonte et de minerai, ou de fonte et de ferraille, toujours en usage, prenez note, est fondue dans un four à ciel ouvert basique et est ensuite versée dans un moule en fer ou en sable. Les dimensions d'un lingot sont variées pour s'adapter aux conditions. Par exemple, un lingot pour une plaque de port de tourelle à 3 canons mesure environ 42 pouces par 150 pouces par 250 pouces et pèse 425 000 livres, tandis qu'un lingot pour une plaque de ceinture mesure environ 26 pouces d'épaisseur, 132 pouces de haut et 200 pouces de large et pèse environ 200 000 livres. Étape 2. Le lingot encore chaud est retiré du moule, nettoyé et préparé pour le forgeage. Étape 3. Le lingot est ensuite réchauffé et forgé sous une presse hydraulique jusqu'à environ 15% de l'épaisseur finale. Le forgeage réduit le lingot à environ un tiers de son épaisseur précédente. La ségrégation des impuretés dans la partie supérieure centrale est éliminée en coupant cette partie. Étape 4. Le forgeage est recuit pour produire un état partiellement fibreux de la microstructure afin d'éviter la fissuration et le refroidissement et d'éliminer les contraintes dues au forgeage. Étape 5. Supercarburé. Le temps nécessaire pour cette étape varie en fonction de la taille du forgeage, les grands forgeages prenant de 10 à 14 jours. Étape 6. Suivent de maintenant le réchauffage, le refaçonnage à presque l'épaisseur finale et le recuit. Étape 7. Plusieurs traitements thermiques peuvent suivre pour développer les propriétés physiques appropriées dans les fibres métalliques. Étape 8. Le forgeage est ensuite usiné à des dimensions approchées. Étape 9. Il est ensuite réchauffé et formé en forme. Étape 10. La face avant est ensuite chauffée au-dessus de la température critique en fonction de la profondeur de refroidissement souhaitée et durcie par pulvérisation d'huile ou d'eau. Étape 11. Après un faible chauffage, la courbure de la plaque est rectifiée et étape 12. La plaque est usinée aux dimensions finales. Cette température critique étant bien sûr là où la température grimpe au-dessus de la ligne sur le diagramme de changement de phase qui est nécessaire pour obtenir la forme désirée du métal, donc cela serait alors l'armure qui, avec diverses combinaisons et variations mineures, verrait le service dans à peu près toutes les différentes marines de la Première Guerre mondiale. Maintenant, après la guerre, il y avait une dernière étape supplémentaire de développement. C'est là que les différents grands fabricants d'armures ont commencé à prendre leur propre direction unique, alors que le processus de fabrication d'armures devenait de plus en plus secret, et nous commençons enfin à voir une divergence dans les capacités d'armure qui dépend plus du pays d'origine et pas tant sur des variations mineures dans le processus de fabrication et les matériaux. Une dernière diversion dans la science des matériaux avant de poursuivre. À ce stade, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer les véritables propriétés de l'acier d'armure et ses diverses propriétés résistantes. Si assez de gens le demandent, je peux parler de ces sujets et des structures cristallines des métaux, etc., mais dans une autre vidéo. Revenons maintenant à la période de la Seconde Guerre mondiale et à la période immédiatement précédente. En Allemagne et au Royaume-Uni, des progrès supplémentaires ont été réalisés dans la formule de l'acier lui-même, introduisant des éléments traces encore plus exotiques, comme le molybdène dans le mélange, et apportant des modifications subtiles au processus de fabrication. Ces avancées ont eu lieu indépendamment les unes des autres, mais ont abouti à ce que l'acier blindé durci en surface britannique et allemand ait des qualités résistantes supérieures à la norme WW1 que presque tout le monde avait utilisée auparavant. Maintenant, c'est là que les sources ne sont pas d'accord. Comme je l'ai déjà dit dans certains documents, certains attribuent à cette nouvelle formule un avantage résistant de 5 à 8%, d'autres vont jusqu'à 25% de mieux, tandis que la plupart suggèrent quelque chose dans les basses dizaines. Personnellement, j'utilise généralement environ 12% dans mon travail. Estimations. Ainsi,
si l'armure d'un navire est de l'ancien type ou si le navire appartient à une nation qui n'a pas apporté d'amélioration substantielle à sa métallurgie depuis lors, l'armure d'un Scharnhorst ou d'un Vanguard de 14 pouces d'épaisseur serait équivalente à presque 16 pouces de l'armure présente sur, disons, un navire de classe Queen Elizabeth, Pennsylvania, Kaiser ou Fuso, si nous utilisons le chiffre de 12%. Aux États-Unis, il y a eu un projet plutôt désastreux au milieu des années 10 qui aurait un impact continu sur toutes les armures de cuirassés et de croiseurs américains par la suite. Ironiquement, ce problème est survenu à cause d'un autre succès majeur de la même entreprise américaine. C'était Midvale. Ils avaient trouvé une nouvelle façon de fabriquer des coquilles plus résistantes, leur soi-disant série de coquilles incassables. Et en effet, ils se sont avérés très efficaces. Ils ont donc développé une nouvelle armure pour tenter de les vaincre et de les briser. Comme l'un des principaux avantages de l'armure de style corrompu sur l'armure de Harvey était la face durcie beaucoup plus profonde, Midvale a décidé qu'une face encore plus profonde serait évidemment meilleure et a tout mis en œuvre en déployant un bloc d'acier qui était de 80% de face durcie et 20% de support ductile. L'armure a réussi à briser les coquilles incassables, se révélant ne pas être aussi incassable que tout le monde le pensait, mais des tests supplémentaires utilisant des variantes de 12, 14 et 16 pouces de la coquille incassable a révélé qu'en réalité la résistance de la plaque, composée en grande partie de métal extrêmement dur et cassant, avait en fait chuté à environ l'équivalent de l'acier Harvey. Seule la masse pure de la plaque avait donné le résultat de l'éclatement. Maintenant, ce résultat était probablement un peu moins surprenant pour vous, auditeurs, ayant juste entendu parler de moi en longueur sur les divers problèmes inhérents à avoir trop de matériel cassant dans votre armure. Cependant, alors que ce ratio plutôt absurde de 80-20 ductile cassant a été un peu réduit, l'amélioration constante des obus perforants et un désir constant de les briser signifiait que l'armure de classe A des États-Unis, qui était la désignation de la marine américaine pour l'armure de cuirassés et de croiseurs à face durcie, finirait par avoir une face durcie beaucoup plus profonde que quiconque dans les années 1930 et 1940 à une profondeur durcie de 50-55%. Cela a bien sûr donné des performances absolument phénoménales lorsqu'il a été utilisé à des épaisseurs de grade de croiseur contre des canons de grade de croiseur avec les projectiles plus légers de 6 et 8 pouces qui se répandaient partout comme des mouches sur un pare-brise. Mais au-delà des obus de calibre d'environ 12 pouces, l'effet d'échelle qui avait été remarqué avec l'armure plus extrême dont nous avons parlé à partir des tests de l'époque 1910 de Midvale a commencé à se réaffirmer et cela a laissé l'armure de classe A de qualité de matériaux assez décente, mais de valeur résistive réellement inférieure par rapport à des épaisseurs similaires de plaques de cuirassés d'autres nations entrant dans la Seconde Guerre mondiale, car à présent, c'était autant la technique utilisée pour fabriquer la plaque qui faisait une différence autant que les propriétés matérielles de l'acier de base lui-même. Maintenant, comme une note latérale intéressante, l'armure britannique, que nous avons couverte plus tôt, avait le problème inverse. Elle avait une face plus mince que la moyenne, soutenue par un acier ductile à résistance à la traction absurdement élevée, ce qui rendait l'armure massivement résistante contre les plus gros projectiles de cuirassé, mais en même temps rendait les croiseurs britanniques légèrement plus vulnérables que la plupart. Les Allemands, quant à eux, variaient leur niveau d'éléments traces dans leur armure en fonction de l'épaisseur, la qualité globale de leur plaque étant assez bonne aux épaisseurs supérieures, d'où les valeurs comparatives globales avec la plaque britannique, mais tombant à des niveaux aussi mauvais que ceux de l'acier Harvey du début des années 1900 ou de l'acier Krupp dans certains cas lorsqu'il s'agissait de plaques de grade croiseur avec un degré de variance énorme. Maintenant, les Japonais ont modifié leur processus de production en faisant de la partie la plus dure de leur visage une partie quelque peu à l'intérieur de la couche externe de l'armure, avec une transition beaucoup plus graduelle entre les couches dures et douces. Cela a abouti à une armure de bonne qualité à des épaisseurs de grade croiseur, mais un niveau de résistance par pouce relativement banal à des épaisseurs supérieures est quelque peu compensé par les épaisseurs absurdes qui ont été fabriquées pour certaines parties de la classe Yamato.
bien que cela ait posé quelques problèmes, car les plaques les plus épaisses qu'ils ont fabriquées se sont avérées si massives que les systèmes de refroidissement utilisés, les divers jets d'eau et d'huile, ne pouvaient pas réellement refroidir l'intérieur de l'armure assez rapidement, ce qui laissait ces plaques très grandes vulnérables à la rupture à l'impact, même si l'obus ne passait pas réellement à travers. Maintenant, les Italiens avaient leur propre façon de faire les choses qui chevauchait joyeusement la ligne. Ils variaient l'épaisseur de leur face durcie en fonction de l'épaisseur de l'armure qu'ils fabriquaient. Cela a donné leur plaque de tournoi. Cela a donné à leur plaque de tournoi une efficacité similaire à celle de l'armure de classe A des États-Unis contre la puissance de feu de croiseur, car à cette épaisseur globale, elle avait une plaque très profondément durcie, mais cela passerait à un durcissement de face plus mince et plus britannique aux épaisseurs de cuirassé, exploitant ainsi ces facteurs pour une bonne résistance aux épaisseurs supérieures de plaques ainsi que pour une meilleure performance de croiseur. Cela a conduit certaines sources à classer la plaque italienne comme la meilleure plaque d'armure globale de la Seconde Guerre mondiale, car elle obtient de bons scores aux deux extrémités de l'échelle, contrairement à pratiquement toutes les autres. Mais ce n'est pas la meilleure plaque spécifique au cuirassé en raison de sa force globale et surtout celle de sa section de soutien qui est matériellement plus faible que l'armure de certaines autres nations. Ironiquement, le contrôle qualité était plutôt bon malgré l'état de la production des obus et des charges en Italie. Ainsi, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et de la dernière génération d'armures de navires, si vous vouliez protéger un croiseur, il serait préférable d'utiliser soit l'américain, soit l'italien, suivi du japonais, approximativement cet ordre, alors que si vous vouliez protéger un cuirassé, vous voudriez une plaque britannique, allemande ou italienne, encore une fois approximativement dans cet ordre. Il y a aussi l'armure homogène, mais c'est une plaque d'armure sans les couches durcies en surface, mais je pense que cela peut être pour une autre fois. Voilà donc un bref historique condensé du développement de l'armure navale, des simples plaques de fer jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et dire brièvement « oui, cela nous a pris environ 50 minutes », mais d'autre part, si vous voulez vraiment vous y plonger, il y a littéralement des livres de 2 à 3 pouces d'épaisseur et plusieurs d'entre eux qui discutent de ce sujet. Donc oui, il y a quelques petits détails ici et là que j'ai omis. Oui, il y a beaucoup de variations, moins. Oui, il y a un énorme corps de test qui a été impliqué dans la création de ces différentes plaques. Et oui, il y avait beaucoup d'autres impasses intéressantes comme l'utilisation du caoutchouc comme matériau de support au lieu du bois et ainsi de suite. Mais j'espère que cela a fourni un aperçu relativement décent et n'hésitez pas à vous engager dans de nombreuses discussions techniques et d'ingénierie dans les commentaires ci-dessous ou peut-être les conversations plus banales. Comme je vais apprécier les deux, mais je pourrais être un peu plus tenté de m'engager du côté vraiment complexe de l'ingénierie, parce qu'après tout, comme je l'ai dit, c'est pour cela que j'ai été formé. Il y a longtemps de toute façon, merci beaucoup de votre écoute. C'est tout pour cette vidéo. Merci de regarder. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de Cal Sèche